Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Entreprom. Ce soir, nous allons parler de l'eau. On va essayer de vous présenter quelques initiatives qui ont été mises en place sur notre territoire. Vous avez vu, il y a pas mal de choses à développer. Ça pourrait être un secteur d'activité porteur d'emploi, pourquoi pas, si on s'y penche bien. Nous sommes avec monsieur Patrice Gobe ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alors, vous êtes chef d'entreprise dans le milieu du handicap. Vous allez nous en parler aussi puisque vous allez vous présenter. Vous êtes président club de réflexion Montgausier. Et vous êtes l'auteur de la pétition sur l'eau qui a eu lieu en 2024 et qui est enregistrée sur le site de l'Assemblée nationale. Donc plus tard, on va vraiment parler qu'on va rentrer de l'eau. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, vous présenter pour que les gens vous connaissent? Alors, bon, la présentation sera très facile à faire dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, je suis responsable d'une structure dans laquelle nous accompagnons les personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel. Et nous portons notre concours aux différentes entreprises qui ont à respecter la loi, puisque la fameuse loi de 2005 qui veut que pour toutes les entreprises ayant un certain nombre de salariés, il faut un pourcentage de personnes en situation de handicap, ce qui, malheureusement, est très peu observé, car trop souvent, les entreprises ont tendance à penser qu'une personne en situation de handicap est obligatoirement une personne en fauteuil roulant. Je rappelle, quelqu'un qui a des problèmes de santé peut être en situation de handicap. Et porter des lunettes est une forme aussi de handicap. Donc, nous essayons de désacraliser cette notion où le handicap, c'est quelqu'un qui n'est pas en capacité de faire. Donc, je reprendrai un terme éminemment canadien. On ne dit pas des personnes en situation de handicap, on dit des personnes qui ont des compétences autres. Je trouve que le terme est beaucoup plus tolérable et beaucoup plus bienveillant que personne handicapée, bien que maintenant, la formule, c'est personne en situation de handicap. Cependant, le terme handicap demeure. Et très souvent, cela est mal perçu. Et je pense que nous essayons avec d'autres, changer un peu cette vision de la personne n'ayant pas les mêmes compétences que nous et que ce soit dans une démarche éminemment bienveillante et complémentaire. Donc c'est un peu mon cœur de métier, entre guillemets, sur lequel nous essayons d'accompagner les entreprises et de porter notre contribution. Est-ce qu'en termes de structure, c'est adapté? On le voit par exemple avec l'eau, donc on va parler de l'eau tout à l'heure. On voit que rien n'est adapté. On a vu encore dernièrement, il y a eu un incendie à Saint-François. Plusieurs fois, ça arrivait sur Pointe-à-Pitre, par exemple, où les pompiers n'avaient même pas accès à l'eau. Donc il y a un problème d'adaptation. Est-ce que pour le handicap, c'est le même problème? On voit par exemple qu'au niveau des structures pour les bâtiments, il y a des normes forcément que nous n'avons pas ici. Tout à fait. Non, nous avons les mêmes normes. Mais elles ne sont pas faites au niveau des bâtiments, c'est ce que je voulais dire. Quand vous parlez des bâtiments, il me vient à l'esprit, et c'est certainement ce dont vous voulez me parler, ce qu'on appelle les établissements recevant le public, les Par ERP. exemple. Il y a trop d'entreprises, trop d'établissements publics qui ne sont pas adaptés, calibrés pour recevoir les personnes en situation de handicap. Mais on peut prendre un exemple encore plus criant, c'est la dimension des trottoirs chez nous, ou plutôt l'absence de trottoirs. Et le cas le plus criant, ce sont les transports publics. Les transports publics ne sont pas adaptés pour accueillir les personnes en situation de handicap. Donc je pense que notre département, notre région, la Guadeloupe, nous devrions faire un effort, je dirais, majeur, afin de pouvoir résoudre ce genre de difficultés, puisque les personnes n'ayant pas les mêmes compétences que nous, je reprends le terme canadien, ont, comme nous, le droit de vivre une vie sociale, une vie festive, une vie sociétale, tout comme nous-mêmes. Donc, il me paraît nécessaire, et je dirais c'est à l'honneur d'une société que d'être en mesure de répondre aux besoins de toutes les composantes de cette société. Est-ce que vous voyez toujours par rapport aux personnes en situation de handicap et à la manière dont notre territoire est structuré, est-ce que vous voyez une solution pour cette histoire de trottoir? Puisqu'il y a aussi, par exemple, les gens qui ont des enfants et qui ne peuvent pas forcément se balader où ils veulent, puisque c'est compliqué pour traverser la route à certains endroits. Est-ce que ça, vu la manière dont notre territoire est agencé, vous pensez que ça peut se résoudre comme problème? Une chose est certaine, notre territoire est mal agencé. Par conséquent, il faut de gros efforts pour pouvoir y remédier. Vous parlez des personnes avec des enfants. L'exemple le plus criant, c'est une mère avec une poussette. Et par exemple. Et ça, c'est quelque part
c'est carrément impossible, c'est quasi impossible pour qu'une mère puisse se promener avec un berceau sans avoir comme on dit, à manger sur la route, aller sur la route parce que simplement nous avons une absence de trottoir adéquat. Là encore, ce sont les collectivités, et en particulier les collectivités municipales, qui doivent se pencher d'une manière prégnante sur un tel sujet parce que, encore une fois, il me semble anormal qu'une société puisse fonctionner en discriminant, puisque c'est une forme de discrimination. Les mères de famille avec des poussettes, les personnes en fauteuil roulant, il y a toute une série de situations de handicap qui font que ces personnes, puisque nous les côtoyons, ont le sentiment d'être un peu mis de côté, alors qu'il n'y a aucune raison que ces personnes soient mises de côté. Est-ce que vous pensez que c'est maintenant, on va dire, que les gens se réveillent? Puisque c'est le même problème pour l'eau, hein, c'est-à-dire qu'il y a un problème de structure au niveau de l'eau qu'il aurait fallu résoudre il y a peut-être une vingtaine d'années. Absolument. C'est pareil pour les trottoirs et pour l'adaptation pour les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qui a, selon vous, empêché que les gens prennent conscience au niveau des responsables politiques, économiques, de cette mise en norme, sachant qu'on est censé être français, et en France, il y a des trottoirs partout, par exemple. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un loupé quelque part, forcément, ces 20 dernières années? Je ne dirais pas qu'il y a eu un loupé, je dirais il y a ce que j'appellerais des priorités qui ont été identifiées. Différemment. Ces priorités, voilà, on va dire ça comme ça. Cependant, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il va falloir remettre les choses à plat. Oui, parce que la population est vieillissante. Il va y avoir besoin de trottoirs. On voit déjà, par exemple, que les enfants vont à l'école beaucoup à pied. Donc, est-ce que ce ne serait pas peut-être un problème aussi dans l'avenir? Je ne dirais pas que c'est un problème, je dirais que c'est une urgence aujourd'hui. Et vous avez parlé de population vieillissante. Je rappelle que dans 15 ans, on aura la population la plus vieille de France, c'est-à-dire nos départements. Et quand je dis notre département, je pense aussi à la Martinique. Par conséquent, il y a ce que j'appellerais une action prioritaire à flécher vers les personnes, ce qu'on appelle les seniors, en termes polis, pour ne pas dire les personnes âgées. Avec une telle population, il est tout à fait évident que les responsables politiques de demain... je pense à certaines réflexions que nous-mêmes nous menons dans notre mouvement, il faut que nous ayons à la fois des outils, des structures et des solutions qui répondent aux besoins de cette population qui sera de plus en plus importante. Donc, effectivement, par rapport à la France hexagonale, nous avons ce retard prégnant parce que nous avons d'autres priorités sociales, hein, il faut le rappeler. Mais il y a un élément que nous autres responsables politiques devrions garder à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les directives européennes. Et les directives européennes sont quelque part une obligation qui s'applique sur tous les territoires européens. Et nous sommes dans un espace européen. Il va falloir que nous puissions, là aussi, nous mettre en accord avec la réalité européenne. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que maintenant vous pouvez nous parler du club de réflexion Moungosier? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est avec grand plaisir. Alors, c'est un club de réflexion. Hein. Je ne voulais pas reprendre le terme anglais où on dit c'est un think tank. C'est un espace dans lequel des Gozériens et des Gozériennes, je dirais de tous âges, nous menons la réflexion sur le devenir de notre commune. Et nous avons porté notre contribution au-delà de la réflexion elle-même, c'est-à-dire voir notre commune d'ici les 15 et 20 prochaines années. Nous avons, durant 5 ans, mené un certain nombre d'actions. Je parlerai même de veille politique, de veille économique, de veille sociale sur toutes les actions qui ont été menées. Et toutes les fois que ces actions ne correspondaient pas à notre sens, bien entendu, que toutes ces actions ne correspondaient pas à un besoin de la population, à une réalité ou à une exigence de la population, mais nous étions ce mouvement, non pas à le dénoncer, mais à faire des contre-propositions en disant, par exemple, il fallait faire de telle manière et pas d'une autre. Juste un exemple. Quand, par exemple, on a eu une forte augmentation des impôts de 1200%, mais nous avons été cette structure qui non seulement a fait valoir notre désaccord de par cette augmentation de la taxe foncière particulièrement scandaleuse pour nos populations, puisque c'était sur les 4 territoires, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade, mais nous parlons pour nous de la Guadeloupe, mais notre action menait sur les 4 territoires. Mais nous nous sommes permis, et parce que nous avions fait preuve de courage politique, mais je dirais même plus que politique, de courage citoyen,
mais nous sommes allés devant les tribunaux pour contester le fait que cette augmentation pénalisait notre population. Donc voilà un peu des actions sur lesquelles nous nous sommes positionnés, nous avons mené, nous sommes allés jusqu'au bout, mais surtout, nous avons la prétention de dire, parce que nous sommes pleinement citoyens, nous considérons que nous devons d'avoir une action citoyenne, c'est-à-dire s'occuper des affaires de la cité. D'accord. Et du coup, quels sont les sujets que vous avez déjà abordés? Alors, j'ai pris l'exemple des impôts. Je pourrais prendre toute la soirée, puisque nous avons mené beaucoup d'actions. Je prends l'exemple quand nous avons eu le plan local d'urbanisme, qui est quand même ce qu'on appelle l'outil stratégique de développement pour les 15-20 années prochaines. Quand nous avons considéré que ce plan local d'urbanisme pénalisait les petits propriétaires du gosier, mais là aussi, nous n'avons pas eu de gêne à porter le fer devant les tribunaux, et nous sommes allés devant le tribunal administratif, et nous pouvons dire avec fierté, le plan local d'urbanisme a été annulé par le tribunal administratif, ce qui nous autorise à penser que l'équipe prochaine qui sera en situation de diriger la commune aura un tel outil stratégique à développer, mais avec la population. Et vous n'aurez pas de mal à comprendre que nous sommes persuadés que ce sera notre équipe qui sera amenée à porter ce débat avec la population pour que nous ayons un véritable plan local d'urbanisme correspondant à la population. Alors, c'est quoi un plan local d'urbanisme? Je vous ai dit, c'est un outil stratégique de développement. Ça veut dire quoi? C'est la réalité d'une commune. Vous changez le visage d'une commune avec un plan local d'urbanisme performant. Je prends un exemple. Où est-ce qu'on met une école? Où est-ce qu'on met un palais des sports? Où est-ce qu'on met un rond-point? Où est-ce qu'on met un aménagement routier? Vous voyez, on organise la société. Comment s'organisent les transports, par exemple? Il y a toute une palette de produits sur lesquels le plan local d'urbanisme, et en particulier en ce qui concerne l'environnement, ça c'est très important, le tourisme vert, vous voyez, tous ces éléments-là font que quand vous avez une vision, ce que nous avons d'ailleurs, une vision pour notre commune, on peut se projeter pour les 20 prochaines années et non pas avoir ce que j'appellerais une politique au quotidien, mais au sens une politique au jour le jour. Et je prends l'exemple des personnes en situation de handicap. Dans le plan local d'urbanisme, nous pouvons aménager la ville pour que les personnes en situation de handicap puissent trouver les espaces nécessaires à évoluer, les transports en commun nécessaires pour évoluer, et bien entendu, tous les espaces publics en termes de bâtiments pour avoir accès, comme n'importe qui, sur le territoire. C'est ça, une vraie action que nous avons menée. Alors, je continue en vous disant, nous avons parlé des impôts, nous avons parlé de la problématique du plan local d'urbanisme, nous avons parlé des problèmes de crèche. Là aussi, nous avons mené des actions. J'allais vous poser la question pour la crèche. Mais la crèche de Mango, c'est nous qui avons été à l'initiative pour interpeller le maire, ou plutôt la mairesse, puisque c'était la mairesse à cette époque, parce que nous avons trouvé, et il est tout à fait normal, particulièrement scandaleux, de fermer en une semaine une crèche où il y a quand même 66 enfants. Donc il fallait que du jour au lendemain, les parents puissent s'organiser sans indemnité de la commune, bien entendu. Et pour quelle raison? Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, et on revient à cette problématique des établissements recevant le public, parce que tout simplement, la structure ne répondait pas aux normes. Mais si cette structure ne répondait pas aux normes, je me suis penché là-dessus. Nous nous sommes penchés là-dessus, puisque nous sommes une équipe, et nous nous rendons compte que depuis 2-3 ans, il y a un certain nombre d'alertes qui ont été faites au niveau de la municipalité, mais qui n'ont pas été prises en compte. Et là, j'appelle ça un déficit d'anticipation. Il faut, quand on est politique, être en capacité d'anticiper les choses. Là, il y a eu des alertes, il fallait s'organiser pour pouvoir y remédier, et non pas du jour au lendemain dans une forme de précipitation, je peux le dire, fermer une structure avec des parents en difficulté. Pensez bien, vous avez vos enfants en crèche au Gosier, et le surlendemain, vous vous retrouvez à les emmener à Saint-François ou ailleurs. Ça change votre mode de vie, votre organisation professionnelle. Vous travaillez à Jarry, par exemple, tout le monde rentre à 8 heures. Aller déposer un enfant à 800 mètres de chez soi n'est pas la même chose que d'aller lui penser son enfant avec tout l'amour qu'on lui porte, bien entendu. Aller déposer un enfant à 7-8 km et après revenir. Là encore, c'est ce que j'appellerais un véritable défaut d'anticipation. Et souvent, pour ne pas dire trop souvent, ça manque aux politiques en Guadeloupe. D'accord. Alors, est-ce que... Parce que vous avez aussi travaillé sur l'eau, donc j'imagine que vous Absolument. en avez parlé dans votre structure Moon Gosier, et vous avez déposé une pétition qui a été prise en compte au niveau de l'Assemblée. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Alors,
Bien entendu, nous sommes tous impactés par cette problématique de l'eau. Et en 2004, j'ai eu à rencontrer un certain nombre de députés au niveau national. Alors, vous me direz, mais pourquoi vous n'avez pas rencontré vos députés? C'est parce que tout simplement, la structure de l'Assemblée nationale, la commission de l'Assemblée nationale qui est en charge de valider les différentes actions, dont les pétitions, ce sont des députés, et il n'y avait pas de député de chez nous. Il y avait juste un député de la Martinique. C'est pour qu'on comprenne bien. Je n'ai pas squeezé nos députés. Oui, c'est sauf que les gens n'étaient pas le fonctionnement. Voilà, ils n'étaient pas les bons interlocuteurs pour faire valoir notre démarche. Et sur cette base-là, nous avons rencontré un certain nombre de députés de cette commission et nous avons fait valoir notre démarche qui est une pétition que nous mettons en place avec cette particularité en disant nous sommes conscients de la problématique économique de chez nous. En étant plus clair, je veux dire quoi? Tout le monde parle de la région, du département, des EPCI. On part de constat. Aujourd'hui, la problématique de l'eau potable et de l'assainissement, le coût simple, 2 milliards d'euros. 2 milliards. On nous avait dit 1 milliard il y a quelques années. Pour l'eau potable. Mais j'ai dit eau potable et assainissement. Donc, eau potable, 1 milliard. Eau, assainissement, 1 milliard. Et il est évident que les deux vont de pair. D'accord? Parce que je rappelle quand même, aujourd'hui, 80% des stations d'épuration sont hors normes. Oui, ça, c'est aussi un autre problème qui revient à la question que je demandais tout à l'heure par rapport à l'anticipation. Et qui va encore plus loin, puisqu'on parle d'anticipation. Il est démontré, selon des statistiques, d'ici 15 ou 20 ans, nous ne pourrons plus aller nous baigner. Vous voyez le handicap que cela pose pour une île dont la réputation première est le tourisme. Donc je continue. Sur cette base-là, nous faisons valoir notre pétition en disant la chose suivante. Devant le coût exorbitant, nous avons même appelé ça le plan hors sec, il faut que l'État intervienne. La collectivité régionale, le budget, c'est 1 milliard d'euros. La collectivité départementale, son budget, c'est 900 millions. Et comme vous le savez, la collectivité départementale est avant tout prioritaire sur ce qui est le social. Donc on ne peut pas mobiliser, ces deux collectivités ne peuvent pas mobiliser 2 milliards d'euros pour faire un tel investissement. Sachant que je précise que la région dépense quand même beaucoup d'argent pour l'eau pour les Guadeloupéens, alors que ce n'est pas sa compétence. Ce n'est pas de sa compétence. Beaucoup d'argent. Et puisque vous avez parlé du handicap tout à l'heure, si la région dépense beaucoup d'argent pour l'eau... Elle n'en a plus pour l'handicap. Non, même pas pour au-delà du handicap. Oui, mais elle n'en a pas pour autre chose. Le développement économique. Exactement, le développement alors économique. que c'est sa compétence. Et que c'est sa compétence première. Donc nous sommes dans ce que j'appellerais un chevauchement de compétences. Tout le monde fait tout, à force, tout le monde faisant tout, donc personne ne fait rien. La preuve, 30 ans après, nous en sommes toujours à la même problématique de l'eau. Donc je disais, 2 milliards d'euros, nous interpellons le gouvernement en disant, oui, la compétence a été transférée aux collectivités, certes, mais il y a une loi qui veut que l'État est responsable devant la population. L'État, puisqu'on se rappelle de la commission d'enquête qu'il y a eu avec un ancien préfet pour la chlordécone, donc l'État avait déjà caché l'état des tuyaux d'eau, ça a été révélé pendant la commission. Et où ça devient intéressant, notre démarche, donc nous faisons valoir cette démarche de demander à l'État d'intervenir, et la commission a trouvé notre démarche pertinente, et cette pétition a été inscrite sur le site de l'Assemblée nationale. Site de l'Assemblée nationale, le site du Sénat et le site du Conseil économique et social. Donc on a fait la trilogie, ce qui était quand même très, très intéressant. Et surtout que 3 mois après, le président de la République, comme tout le monde le sait, a dissous l'Assemblée nationale. Oui. Cependant, il y a quand même un élément intéressant, puisque au fur et à mesure de nos investigations, nous nous rendons compte que la Fédération internationale des droits humains, avec la Ligue des droits de l'homme, plus une association de Saint-François que je salue, la présidente, je crois que c'est Madame Cajoli, qu'elle m'excuse si je me trompe, ont déposé une réclamation devant le Conseil européen des droits sociaux pour dire la chose suivante. À cause de la problématique de l'eau potable et du chlordécone, il est tout à fait normal que la France, l'État français, intervienne parce que c'est un caractère régalien. Quand je dis régalien, au sens où l'éducation nationale, c'est régalien, la police, c'est régalien. Et que l'eau, en France, c'est le premier aliment qui est contrôlé. Exactement. Et considéré comme un bien public. Voilà, d'où la responsabilité de l'État. Lorsqu'ils ont demandé aux anciens préfets, ça a été révélé, comme je disais tout à l'heure, de ne pas révéler l'état des tuyaux pour les maires. Mais où ça devient, je ne dirais pas intéressant parce que nous en souffrons, mais où ça devient inquiétant, c'est que, écoutez-moi bien,
Donc cette plainte a été déposée devant le Conseil européen. Qu'est-ce que le Conseil européen des droits sociaux répond à la Fédération internationale des droits humains et à la Ligue des droits de l'homme ainsi que l'Association de Saint-François? Nous ne pouvons pas vous donner une réponse parce que les départements d'outre-mer ne sont pas inscrits dans le cadre de cette réglementation pour la problématique de l'eau, du chlordécone, en un mot, des droits sociaux. Et vous savez pourquoi? Depuis 1962, les départements français ne sont pas inscrits dans la Charte européenne des droits sociaux. Et parce que nous ne sommes pas dans la Charte européenne des droits sociaux, l'Europe nous dit nous ne sommes pas habilités à demander à l'État d'intervenir sur le territoire, puisque, soyons clairs, à la lecture, ça sous-entend, mais vous n'êtes pas français. Oui, sachant qu'il y a des pays dans la Caraïbe qui ne sont pour le coup pas français et qui bénéficient quand même de certaines prérogatives européennes. Et où c'est grave, c'est que l'ONU a interpellé l'État français. Oui, pour l'eau. Pour l'eau. L'Europe a interpellé l'État français. Et je dirais même, la Constitution française, l'article 1er de la Constitution parle bien de l'égalité sur tout le territoire, quelle que soit la latitude. Et jusqu'à nouvel ordre, nous sommes sur le territoire national. Donc il y a ce que j'appellerais un jeu malsain et un jeu qui nous coûte cher, puisque la santé en pâtit. On est bien d'accord là-dessus, plus toutes les conséquences sociales, psychologiques. Il n'y a rien de plus stressant que se lever le matin, que se demander s'il y a de l'eau pour les enfants, pour les besoins hygiéniques, pour la vaisselle, pour à manger et pour aller travailler. Donc, ça crée un climat, je dirais, d'incertitude. Et c'est vrai que très souvent, on dit oui, les Guadeloupéens sont résilients. Oui, les Guadeloupéens sont résilients. Mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait des actions. Alors, on me répondra, oui, l'État, il y a 2 ans, a lancé un plan à 317 millions, avec le concours de la région, du département, l'Office de l'eau, mais 317 millions sur 4 ans. C'est pas 317 millions tout de suite, c'est 317 millions sur 4 ans. Sachant que visiblement, il faut 10 ans pour tout le circuit en entier. À supposer qu'on le fasse. 317 millions sur 4 ans, en divisant par 4, si j'ai bonne mémoire, ça fait à peu près 75 millions d'euros par an. Le compte n'y est pas, et le compte n'y sera jamais. Et on parle de l'eau depuis très longtemps, depuis trop longtemps. Et quand vous entendez la Chambre, non, la Cour des comptes, c'est même pas la Chambre régionale des comptes qui est chez nous, la Cour des comptes au niveau national, qui nous dit, à ce rythme des travaux, il faudra 200 ans pour qu'on ait de l'eau potable. Il faudra 200 ans, c'est écrit. Il y a une statistique qui est parue dans un journal de l'agriculture en 2007. En 2007, il était déjà écrit qu'au rythme des réparations des fuites d'eau et tout, il faudra 1 siècle et demi pour pouvoir réparer le réseau. C'est en 2007. Et en 2025, on m'apprend que ce n'est pas 1 siècle et demi, c'est 200 ans. Donc dans quelques années, qu'est-ce que ça va donner? Pour moi, il faut un saut majeur de l'État, un investissement majeur de l'État pour que ce problème, cette problématique de l'eau potable et de l'assainissement soit résolue. On ne pourra pas continuer à mettre de petites sommes comme ça dans notre petit coin, à faire nos petites affaires. Ça ne va pas résoudre la problématique. Alors, c'est vrai, trop souvent, il est demandé quels sont les responsables. Et effectivement, on a eu des pétitions, etc., contre le SMGEAG, bien entendu. Personnellement... Mais ils sont arrivés, j'ai envie de dire, presque une décennie après. Entre autres. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, allons à l'essentiel. À supposer même que ces personnes soient condamnées, est-ce que ça mettra de l'eau dans votre robinet? Il faudrait peut-être que l'État fasse les travaux et qu'il se retourne contre les entreprises comme la Générale des Eaux. Et c'est pour ça, à Montgausier, nous avons dit, au lieu de rester dans des actions sectorielles, autant créer, alors on parle de régie, etc., etc. Je dis non. En l'état actuel des choses, la situation est trop grave. Il faut créer ce qu'on appelle un établissement public d'aménagement, c'est-à-dire drivé par le ministère de la Santé et le ministère de l'Outre-mer. Et là, on aura ce que j'appellerais, à mon sens, une action forte, fondamentale pour sortir de la situation. D'accord. Merci beaucoup. La suite, tout de suite après la pub, restez avec nous. Et je tiens à préciser, avant qu'on parte, bien évidemment, que l'État a les moyens, s'il veut, de le faire. Il le fait d'ailleurs dans beaucoup de pays qui ne sont pas, pour le coup, des pays nationaux. On revient juste après la pub.